On a souvent cette image du vieillissement et de la santé comme d'un compte en banque, un compte extrêmement rigide, tu vois. Ouais, totalement. On s'imagine qu'à chaque petit excès, on va le payer très cher. C'est ça, genre une part de gâteau ou un verre de trop, et bim, on écope d'une amende immédiate. Et qu'à l'inverse, à chaque séance de sport super épuisante, on dépose péniblement un petit chèque sur ce compte. C'est une vision très culpabilisante et heureusement assez fausse finalement. Bah oui, et c'est pour ça que bon, décortiquons un peu tout ça aujourd'hui. On plonge dans le livre du docteur Jimmy Mohamed, Zéro contrainte pour rester jeune. Un ouvrage vraiment passionnant, oui. Le but de notre émission, c'est de voir comment la science prouve qu'on peut littéralement rajeunir nos organes en faisant beaucoup moins, en fait, sans s'infliger des régimes draconiens. C'est exactement le cœur du sujet. Et c'est un point de départ parfait, parce que ce livre propose un véritable changement de paradigme pour tous ceux qui nous écoutent. Et si le véritable secret de la longévité, c'était pas d'en faire plus, mais juste d'ajouter de petits réflexes validés par la science? Voilà. Et pour comprendre cette logique, il faut d'abord saisir une nuance très importante, la différence entre l'espérance de vie globale et l'espérance de vie en bonne santé. Attends, pour moi, c'était un peu la même chose. Enfin, l'objectif, c'est de vivre vieux, tout simplement, non? Bah, pas sur le plan physiologique. L'objectif, c'est pas d'attendre 100 ans si les 20 dernières années se passent dans une salle d'attente médicale, avec une perte d'autonomie. Ah oui, vu comme ça, c'est sûr. Le vrai but de ces micro-habitudes, c'est de faire en sorte que nos organes internes ne fassent pas notre âge civil. Prends l'exemple du Québec, c'est hyper révélateur. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Là-bas, l'espérance de vie moyenne dépasse allègrement les 80 ans. Mais l'espérance de vie en bonne santé, donc sans maladie chronique invalidante, elle plafonne autour de 71 ou 72 ans. Ah ouais. Ce qui laisse quand même une décennie entière marquée par la dégradation physique ou la dépendance. C'est énorme. Exactement. Et l'idée centrale des approches modernes de la longévité, c'est de réduire cet écart. On veut que l'âge physiologique de notre cœur ou de nos poumons reste inférieur à notre âge réel. Donc, pour éviter que nos artères nous rouillent prématurément, le premier réflexe qu'on a tous, c'est de se dire qu'il faut bouger, transpirer. Et là, on en revient à une règle qu'on entend partout. La fameuse règle des 10 000 pas par jour. C'est ça. Honnêtement, quand on a un travail de bureau, des enfants à gérer, les transports, ce chiffre de 10 000 pas, c'est une montagne insurmontable. Ça décourage direct. C'est là que la science vient nous rassurer. Parce que cette règle des 10 000 pas, elle n'a absolument aucune base scientifique. Vraiment, aucune. Aucune. C'est en fait le vestige d'une campagne marketing japonaise. Elle a été lancée en 1964 pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est dingue. Mais pourquoi ce chiffre alors? Une entreprise locale voulait vendre le tout premier podomètre portable. Ils l'ont appelé Mampoike, ce qui veut dire compteur de 10 000 pas. Et ils ont choisi 10 000 parce que le caractère japonais pour l'écrire ressemble à un petit bonhomme qui marche. Mais non. Donc c'était juste un visuel sympa. C'est ça. Un pur coup de génie publicitaire. Ça n'a jamais été validé par des cardiologues à l'époque. Donc on culpabilise depuis 60 ans à cause d'un slogan publicitaire. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment on fait autrement alors? Quel est le vrai seuil pour notre corps? La véritable astuce, c'est la progression relative. Il suffit d'ajouter 1000 pas supplémentaires à son rythme habituel pour voir de vrais bénéfices cliniques sur le cœur. Juste 1000 pas? Ouais. Si tu fais en moyenne 3000 pas, ton but, c'est de passer à 4000. C'est la cassure de la sédentarité qui compte. Ça me rassure tellement. Et d'ailleurs, en lisant le livre, il y a un autre truc sur la marche qui m'a scotché. C'est la marche en marche arrière. Ah ouais, c'est fascinant ça. Sur le papier, si tu te mets à reculer dans la rue, tu as l'air complètement absurde. Mais les chiffres du livre sont fous. Marcher à reculons brûlerait 30 à 40% de calories en plus. Comment c'est possible? C'est une question d'adaptation neuronale. Quand on marche en avant, on est en mode automatique. Le cerveau dépense très peu d'énergie. Ouais, on a l'habitude depuis l'enfance. Exactement. Les muscles à l'avant de la cuisse sont hyper efficients. Mais dès qu'on inverse le sens, on détruit cette efficacité. Le cerveau doit se concentrer intensément sur la proprioception. La perception du corps dans l'espace, c'est ça? Voilà. Et on sollicite des muscles qu'on n'utilise presque jamais comme ça, comme les ischio-jambiers. Donc le corps fait un effort d'adaptation énorme. Ce qui explique pourquoi on brûle autant de calories. Tout à fait. Et en plus, c'est excellent pour la rééducation douce des genoux et ça entraîne notre équilibre. Et l'équilibre en vieillissant, c'est le facteur numéro 1 pour prévenir les chutes. D'accord, donc on fatigue un peu ses muscles et son cerveau différemment. Mais derrière, il faut bien récupérer. Et là, on touche à un de mes grands paradoxes. Le sommeil. Le sommeil, ouais. On court toute la semaine, on dort à peine 5 ou 6 heures et on se dit, c'est pas grave, je ferai une énorme grasse matinée dimanche pour rembourser ma dette. Ah, la fameuse dette de sommeil.
C'est peut-être l'une des erreurs d'hygiène de vie les plus courantes. Le sommeil, c'est pas une carte de crédit. Donc on ne peut pas rembourser le week-end. Pas du tout. Les agios d'un manque de sommeil se payent cash, au jour le jour, sur notre système cardiovasculaire. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on ampute sa nuit de 2 heures un mardi? Pourquoi le dimanche n'efface pas l'ardoise? Parce que le manque de sommeil déclenche une cascade hormonale immédiate. Le corps interprète ça comme un danger, donc il sécrète du cortisol, l'hormone du stress. Et le cortisol, c'est pas bon à haute dose. Non, ça fait monter la tension, et surtout ça crée une résistance à l'insuline. En gros, nos cellules n'arrivent plus à absorber le sucre dans le sang. Donc le pancréas doit pomper encore plus d'insuline. Oh waouh! Et ça, j'imagine que c'est la voie royale vers le stockage des graisses et le diabète? Le diabète et l'inflammation invisible qui abîment nos artères. Et si tu dors 12 heures le dimanche, tes bilans sanguins le lundi matin restent catastrophiques. La grasse matinée détend les muscles, oui, mais elle ne répare pas la résistance à l'insuline. Et en plus, ça dérègle l'horloge interne. Donc on n'arrive pas à s'endormir le dimanche soir. Exactement, c'est un cercle vicieux. Et puis, après une mauvaise nuit, personnellement, j'ai jamais envie d'une salade de brocoli. J'ai envie de sucre et de gras. C'est tout à fait normal, c'est le dérèglement hormonal. Du coup, ça nous amène à la question de l'alimentation. Parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour notre capitale santé, non? Complètement. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'alimentation méditerranéenne peut ajouter jusqu'à 13 ans d'espérance de vie si elle est adoptée tôt. 13 ans, c'est juste monumental. C'est incroyable. Et même à 60 ans, ça offre encore 8 ans de plus. Parce que cette alimentation agit au niveau cellulaire. Grâce aux antioxydants? Oui, les polyphénols et les bonnes graisses protègent nos télomères. Ce sont les petits capuchons au bout de nos chromosomes, un peu comme le bout en plastique d'un lacet. Ah oui, l'image est super claire. Et plus on vieillit, plus le lacet s'effiloche. C'est ça. Et l'alimentation méditerranéenne ralentit cet effilochement. Bon, ça c'est super. Mais j'ai tiqué sur un autre truc dans le livre, le jeûne intermittent. L'auteur conseille le protocole 16-8, donc sauter un repas. Pour un livre qui s'appelle Zéro contrainte, c'est pas la définition même d'une grosse contrainte de pas manger pendant 16 heures. C'est une réaction très fréquente. Mais le jeûne 16-8 n'est pas un régime punitif, c'est un mode de vie. Notre monde moderne nous pousse à manger du matin au soir. Un café sucré, un biscuit, un déjeuner. C'est vrai, notre système digestif tourne non-stop, on lui donne jamais de vacances. Et la digestion produit des déchets, des radicaux libres. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. C'est comme une rouille microscopique. Si on mange constamment, cette rouille s'accumule. Le jeûne, c'est juste donner le temps à l'équipe de nettoyage nocturne de passer. Donc en arrêtant de manger vers 20 heures, on laisse le corps lancer le nettoyage cellulaire? Exactement. Mais bon, quand t'as une grosse fringale à 22 heures devant la télé, l'équipe de nettoyage elle est bien gentille, mais c'est dur de résister. C'est vrai. Et le livre donne une astuce incroyable pour ça. Le Gymnema sylvestre, une plante indienne. Ah oui, j'ai lu ça, c'est fou. Ça modifie la perception du goût, c'est ça? Oui, ces molécules ont une structure similaire au glucose. Quand on en consomme, ça vient tapisser les récepteurs du goût sucré sur la langue. Donc si je mange un bonbon industriel juste après, ça a le goût de plastique. Voilà, ou de carton. C'est un bouclier naturel contre les envies de sucre. Ça rejoint vraiment l'idée de privilégier les aliments bruts face à la chimie ou aux compléments alimentaires. Le livre prend l'exemple de la sardine d'ailleurs. La sardine est un trésor nutritionnel. Les oméga-3 naturels qu'elle contiennent protègent infiniment mieux le cerveau et le cœur que n'importe quelle gélule achetée en pharmacie. L'image que j'ai, c'est que la sardine, c'est comme un orchestre symphonique. T'as l'oméga 3, la vitamine D, le calcium des arêtes. Tout le monde joue ensemble. Alors que la gélule, c'est un musicien tout seul dans son coin. Ça marche beaucoup moins bien. Cette métaphore est parfaite. C'est la synergie nutritionnelle. Et cette idée de protection, elle s'applique aussi à notre environnement extérieur, pas juste à ce qu'on mange. Il y a un détail d'hygiène de vie qui m'a vraiment interpellée, le fait de devoir laver systématiquement les vêtements neufs. Oh oui, c'est essentiel. On se dit souvent que c'est neuf, donc c'est propre, mais c'est l'inverse. Bah oui, ça sent le neuf, quoi. Sauf que les vêtements sont imprégnés de substances chimiques, comme le formaldéhyde, pour éviter les moisissures pendant le transport en cargo. Et puis, ils ont été essayés par plein de gens. Donc on se met des staphylocoques ou des perturbateurs endocriniens directement sur la peau. Sympa. Un passage en machine et c'est réglé. Exactement. Et dans la même logique de protection extérieure, il y a la crème solaire, même en hiver. Ça aussi, ça surprend. On se dit que la crème, c'est pour le mois d'août à la plage. C'est la confusion classique entre les UVB, qui donnent des coups de soleil, et les UVA. Les UVA sont là toute l'année, même sous la pluie. Ils pénètrent profondément et détruisent le collagène. C'est le photovieillissement, responsable de 25% du vieillissement cutané.
Donc on met de la crème tous les matins, c'est noté. Mais au-delà de la peau et du corps, il faut aussi préserver son esprit. Et là, j'adore la technique de la micro-sieste Eureka. Ah, la fameuse méthode de Thomas Edison ou de Salvador Dali. C'est ça. Le truc où on s'endort avec un trousseau de clés à la main au-dessus du vide. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, hein? L'idée, c'est d'atteindre l'état hypnagogique. C'est la transition très brève entre l'éveil et le sommeil. Le cerveau ralentit, les barrières logiques tombent, et ça booste la créativité. Et dès qu'on lâche les clés, bim, le bruit nous réveille. Exactement, juste à temps pour ne pas tomber dans le sommeil profond et perdre cette idée de génie. C'est un super moyen de hacker son cerveau, surtout quand on compare ça à ce qu'on lui fait subir avec les réseaux sociaux. J'y pensais en lisant le livre. Dès qu'une vidéo nous ennuie, on swipe, on zappe instantanément la petite gêne. C'est terrible neurologiquement parlant. Ce geste entraîne notre cerveau à exiger de la dopamine immédiate et à fuir toute frustration. Mais dans la vraie vie, on peut pas juste swiper un colloque agaçant ou un embouteillage. Non, et cette incapacité à gérer la moindre contrariété génère un stress chronique. Et ce stress, c'est l'ennemi numéro 1 de la longévité. Et c'est là que l'auteur propose une parade lumineuse, le pouvoir de la gratitude. Et c'est pas juste un concept de développement personnel un peu cliché, hein. C'est purement physiologique. Oui, on parle de baisser la tension artérielle, là. Absolument. Dire merci sincèrement ou s'émerveiller d'un détail, ça active le système parasympathique via le nerf vague. Ça libère de l'ocytocine. L'hormone de l'attachement? Voilà. Les études montrent que cultiver la gratitude peut ajouter jusqu'à 7 années d'espérance de vie en diminuant le stress cardiovasculaire. C'est merveilleux de se dire qu'un simple sourire ou un regard plus doux peut agir comme un médicament. Finalement, la philosophie centrale de cet ouvrage, c'est que la santé n'est pas un tableau Excel rempli de privations. Pas du tout. C'est une série de petits ajouts intelligents et joyeux à notre quotidien. Et tout le monde peut s'y mettre aujourd'hui. Bah oui, on peut dîner un peu plus tôt pour jeûner 12 heures, On peut ajouter quelques légumineuses au repas ou essayer de marcher à reculons dans un parc. ou juste exprimer un peu de gratitude en buvant son café. D'ailleurs, pour conclure notre analyse d'aujourd'hui, je voudrais amener ceux qui nous écoutent à méditer sur un dernier point. On vit dans une époque obsédée par la perfection. Les filtres sur les photos, la chirurgie esthétique chez les jeunes pour masquer le temps. C'est une pression constante. Et le livre suggère que la véritable clé de la longévité, ce serait justement de cultiver l'art de l'imperfection. S'accepter tel que l'on est, avec nos rides, nos failles, ça réduit une charge mentale immense. C'est une très belle façon de voir les choses. Et si lâcher prise sur l'image parfaite était finalement la plus belle des thérapies anti-âge? C'est une idée puissante à laisser décanter et on vous invite vivement à plonger dans la lecture complète de ce livre pour y trouver votre propre recette de jouvence.